Reprise du débat. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole sur le projet de loi C3. Le projet de loi C3 est la nouvelle mouture du projet de loi C57 de la session précédente qui, comme nous savons, est mort au feuilleton en raison de la prorogation de la Chambre pour une période assez longue. C'est malheureux car je crois que nous aurions pu adopter ce projet de loi assez rapidement si la Chambre n'avait pas été prorogée. Ce que contient le projet de loi C3, c'est une approche disparate et plutôt incohérente en matière de sécurité des transports. On y prévoit des petites mesures sans, du moins jusqu'à présent, que cela s'inscrive dans une approche exhaustive en matière de sécurité des transports. On a déjà parlé de sécurité des passagers des lignes aériennes, de sécurité maritime, de sécurité ferroviaire, mais ce projet de loi comporte surtout des modifications de forme. Le Parti libéral appuiera le renvoi de ce projet de loi en comité. Le projet de loi comporte différentes parties. La partie 1, qui édicte la loi sur l'indemnisation de l'industrie aérienne, qui autorise le ministre des Transports à s'engager à indemniser certains participants de l'industrie aérienne des pertes et des dommages dans le cas de risques de guerre, ce qui découle bien sûr des attaques du 11 septembre 2001 qui ont mené à une cessation de l'assurance des risques de guerre. La partie 2 modifie la loi sur l'aéronautique pour que l'on puisse procéder à des enquêtes sur tout accident mettant en cause à la fois un aéronef civil et militaire. Bien sûr, nous sommes pour l'idée de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'examen. La partie 3 modifie la loi maritime du Canada en ce qui a trait à la date de prise d'effet des nominations des administrateurs d'administration portuaire. Bon, rien de bien extraordinaire dans cela, une petite mesure administrative finalement. La partie 4 modifie la loi sur la responsabilité en matière maritime afin de mettre en œuvre la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Cette modification prévoit la mise en œuvre au Canada d'un régime d'indemnisation qui existe déjà à l'étranger et qui est prévu par diverses conventions internationales. Alors, ces petites modifications représentent quand même des progrès. La partie 5 modifie la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada concernant l'installation de manutention d'hydrocarbures afin, au dire du gouvernement, de créer un régime de renommée mondiale, ce qu'on peut faire quand on permet l'octroi de permis pour le transport d'hydrocarbures dans la mer de Beaufort sans une étude approfondie. Mais bon, voilà le contexte de ce projet de loi. Premièrement, nous avons la tragédie du lac Mégantic qui nous a frappés comme pays. Évidemment, frappé les Québécois, les Québécoises et les gens du lac Mégantic, les familles qui ont été touchées. Nous avons cette tragédie qui est toujours dans la conscience des Canadiens et des Canadiennes et qui nous a frappés, qui nous a vraiment touchés. We have also a bus-train collision here. Il y a aussi eu une collision entre un autobus et un train ici à Ottawa. Il y a eu un déraillement de train près de Calgary. Il y a eu un autre déraillement en Alberta ce week-end. Bien d'autres accidents ferroviaires. Ce projet de loi nous est aussi présenté
Alors que nous débattons d'oléoducs qui vont aller vers l'ouest, qui vont aller vers le sud, l'oléoduc Keystone, et bien sûr l'oléoduc entre Sarnia et Montréal, dont on renversera le flux pour amener du pétrole vers les raffineries de Montréal. À mon avis, le Canada a mis en danger la réputation du Canada dans le dossier de l'oléoduc Keystone. Il nous a aussi affaibli, il a affaibli le pays en ne travaillant pas de concert avec le bureau du président Obama et les membres du Congrès pour montrer que le gouvernement canadien prenait au sérieux le changement climatique. Et parce que nous n'avons fait que tergiverser, raconter des histoires, nous avons prétendu suivre l'initiative du président Obama pour ensuite revenir sur cette décision. Alors, notre crédibilité en a pris un coup. Et le Canada est maintenant un paria dans le dossier du changement climatique. Le premier ministre a donc beaucoup terni notre réputation à Washington et il a aussi mis en danger l'oléoduc Keystone. Les Canadiens sont donc très inquiets. Ils voient ce qui se passe à la télévision, dans les journaux. Ils s'inquiètent de la sécurité des passagers des lignes aériennes, de la sécurité maritime. Ils s'inquiètent du transport de substances dangereuses par train qui passe par leur localité. Et ils s'inquiètent aussi de la protection de l'environnement. Un des effets les moins connus de la tragédie de lac Mégantic, c'est qu'il faudra des décennies et des centaines de millions de dollars pour nettoyer le bassin hydrographique de cette région. Cela n'a pas beaucoup fait les manchettes, en tout cas pas à l'extérieur du Québec. Il y a un autre facteur qui joue, c'est que de plus en plus les trains transportent du pétrole au Canada. Il importe de s'intéresser à cette question si on veut comprendre de quoi il s'agit. L'infrastructure ferroviaire du Canada est vieillissante et ça soulève des questions. Les wagons qui servent au transport de ces hydrocarbures, autant au Canada qu'aux États-Unis, et qui sont utilisés depuis des décennies, soulèvent des questions, car ces wagons aussi sont vieillissants. Pourquoi transporte-t-on de plus en plus de pétrole par rail? Parce que la production nord-américaine dépasse la capacité des oléoducs. Les expéditions vers nos raffineries côtières ou nos centres d'exportation sont passées d'à peu près 6 000 cargaisons ferroviaires en 2009 à près de 14 000 cette année. C'est une augmentation considérable du transport du pétrole par train. Et bien sûr, les compagnies ferroviaires ont dû investir dans l'achat de nouveaux wagons, de nouvelles capacités, car bien sûr, elles veulent avoir une plus grande part de ce marché. Le transport du pétrole par train augmente aussi parce que les compagnies, comme je viens de le dire, veulent augmenter leur part de marché. Et elles voient une occasion et elles la saisissent. Car les conservateurs encouragent le transport ferroviaire du pétrole, car c'est une façon de contourner le processus d'approbation, que ce soit par le biais d'évaluation de l'incidence environnementale ou autre. Et ça permet aussi de contourner la vigoureuse opposition aux différentes idées préconisées par l'industrie. Cela aussi a poussé à la hausse le transport ferroviaire du pétrole.
Il y a aussi une augmentation des pressions qui s'exercent sur notre structure d'oléoduc. Même si tous les projets de l'éoduc étaient approuvés, la production de pétrole dépassera d'1 million de barils de pétrole par année d'ici 2021. Quand j'ai vu cette statistique, Monsieur le Président, j'ai pensé à ce qu'avait dit Peter Lougheed, l'ancien premier ministre de l'Alberta, qui avait soulevé des questions très pénétrantes sur le rythme de l'exploitation des sables bitumineux. Il s'était interrogé sur l'atténuation des risques de l'exploitation de ces sables bitumineux. Et j'ai bien peur que ces questions soient restées sans réponse. L'exploitation des sables bitumineux devrait doubler d'ici 10 ans. En outre, la formation de gaz de schiste de Bakken du Montana devrait aussi voir sa production doubler. On y produit 7000 barils par jour et on s'attend à ce que cette production, d'ici une dizaine d'années, passe de 700 000 barils, non pas 7 000, 700 000 barils à 1 million de barils par année. La Maine, Montreal and Atlantic, qui était l'une des principales compagnies qui transportait ce pétrole vers une raffinerie du Nouveau-Brunswick. Comme nous savons, va faire faillite. Et on sait que un oléoduc ne conviendrait pas au transport de ce pétrole. Il y a une autre question importante qui entre en jeu. Des questions sérieuses et légitimes ont été soulevées quant à l'application des règles de la sécurité ferroviaire par Transport Canada. C'est tout à fait évident dans le système de gestion de la sécurité que les compagnies doivent produire et respecter. Les lignes aériennes aussi ont des systèmes de gestion de la sécurité aérienne, mais ces systèmes ne sont jamais rendus publics, ne sont pas à la disposition des intéressés, les passagers des lignes aériennes, les intervenants, les travailleurs des compagnies ferroviaires, les assureurs. Ces systèmes ne sont pas rendus publics et je crois qu'on pourrait faire mieux, Monsieur le Président. Ça pourrait permettre une probité et permettre la transparence que réclament les Canadiens. Transport Canada, à la suite de la mise en place de ces systèmes de sécurité, va effectuer des vérifications au sein des sociétés, mais ces vérifications, par exemple, dans le système ferroviaire ou en ce qui a trait au pipeline, ne sont pas assujetties à des évaluations de la culture de sécurité. Alors, on peut faire des vérifications ponctuelles, mais cela ne signifie pas nécessairement que le vérificateur ou l'inspecteur peut s'asseoir avec les hauts gestionnaires, peut faire des entrevues auprès des employés ou qu'il peut parler aux autorités provinciales. Alors, il n'y a pas de frontières provinciales, fédérales qui puissent être franchies. Donc, on pourrait en faire davantage pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité
pour les rendre plus transparents. Je crois que cela permettrait une grande amélioration. Parlons aussi du nombre d'inspecteurs qui sont à la retraite ou qui travaillent actuellement pour Transport Canada et qui sont fort préoccupés en ce qui est trait à la capacité de Transport Canada d'effectuer les vérifications, et ce, sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse de la marine marchande, des sociétés aériennes ou d'autres types de modes de transport. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ces inspecteurs. Ce sont de bonnes personnes qui agissent de bonne foi, qui vont travailler tous les jours avec l'intention de faire de leur mieux, mais ils sont débordés parce qu'il y a différentes sociétés qui doivent être contrôlées et ils n'y arrivent pas. Alors, il devrait y avoir un plus grand engagement à cet égard, qu'il s'agisse de ce projet de loi ou des études exhaustives du réseau ferroviaire qui devraient être entamées cet automne, et le Conseil de la sécurité des transports devrait en tirer certains enseignements. À certains égards, Monsieur le Président, on s'attaque à la question de la responsabilité, mais il y a des questions qui demeurent en suspens. Les Canadiens se remettent à peine du choc subi par exemple, dans ma circonscription, il y a eu un autobus qui est entré en collision avec un train. Et parlons aussi du lac Mégantic. Alors, qui est responsable? C'est ce qu'on se pose comme question. Je crois que, en l'espèce, les parlementaires devraient étudier cette question de près. Qui est responsable? Qui doit assumer les coûts? Qui doit indemniser, par exemple, la ville de Lac-Mégantic? Et qui est responsable d'indemniser les familles des victimes ou ceux qui sont demeurés handicapés à la suite de l'accident ou ceux qui ont une santé plus fragile? Alors, qui est responsable des déversements sur Terre? Il y a des coûts qui sont rattachés au nettoyage. On en a parlé plus tôt avec le lac Mégantic. Il y a eu aussi un très grand déversement à la rivière Kalamazoo, au Michigan, aux États-Unis. Mais on parle des États-Unis, mais entre parenthèses, Monsieur le Président, c'est rattaché à nous aussi parce que les preuves ne sont pas entendues par le Conseil de la sécurité des transports au Canada. Mais pourtant, il s'agit de projets qui devraient être étudiés dans les deux administrations parce que ce qui se passe dans une autre administration peut influencer ce qui se passe dans une autre administration parce qu'on devrait s'en inspirer. Bon, il y a le lac Mégantic, c'est une tragédie très grave, mais on devrait s'en inspirer parce que ce type d'incident pourrait se produire dans d'autres pays. Mais pourtant, les conservateurs ont rétréci l'acceptabilité des preuves auprès de l'Office national de l'énergie, de sorte qu'on ne puisse pas tenir compte de certains éléments. Mais cela n'a pas de sens. La plupart des sociétés doivent gagner leur permis et il faut que les normes soient respectées pour tous et parallèlement. Alors, on doit déterminer qui est responsable en cas d'incident. Récemment, Monsieur le Président, on s'est demandé si la responsabilité ne devrait pas s'étendre jusqu'à la société qui faisait exporter le pétrole. Alors, dans ce cas-là, il s'agissait d'une raffinerie. N'aurait-elle pas une responsabilité à assumer? C'est une question à se poser. Alors, nous avons besoin d'une approche exhaustive à l'avenir et je crois que c'est une occasion en or pour les parlementaires de mieux agir dans l'intérêt des Canadiens et d'apaiser les craintes du public. Nous avons le devoir d'apaiser ces craintes et moi, je suis un peu préoccupée par un rapport de 2011 du vérificateur général où il est indiqué que Transport Canada n'a pas établi de pratiques qui permettraient de surveiller de façon efficace la conformité en matière du transport de marchandises dangereuses. Alors, Monsieur le Président, nous pouvons faire mieux.
Nous le devons aux Canadiens, nous le devons aux citoyens, aux sociétés, aux expéditeurs, à tous ceux qui agissent de bonne foi pour s'assurer que nous faisons ce qui s'impose et nous faisons de notre mieux pour les Canadiens, Monsieur le Président. Merci. Questions et observations.